Bienvenue au webinaire français Le retour au travail après un cancer, comment s'y préparer. Je m'appelle Yousra Benjeloun, coordinatrice administrative et manager de projet à l'Institut de bien-être au travail et je serai la modératrice de ce webinaire. Ce webinaire fait partie de notre série liée au projet Mobiliser le talent. Mobiliser le talent, l'Alliance pour le recrutement et le maintien en poste des Canadiens ayant un handicap, est un projet financé sur 3 ans par le gouvernement fédéral, Emploi et Développement social Canada, avec l'objectif d'aider les employeurs à retenir et à recruter les employés ayant un handicap ou des problèmes de santé mentale. Nous tenons à remercier nos 9 organisations partenaires fondatrices, y compris Cancer et Travail, que professeur Christine Maheu représente, notre équipe académique ainsi que tous les présentateurs de nos webinaires. Nos webinaires sont possibles grâce au gouvernement fédéral Emploi et Développement social Canada ainsi que le soutien de nos membres. En attendant que d'autres nous rejoignent, je vais passer en revue quelques points techniques pour le webinaire. Vous devriez être en mesure d'entendre la présentation via les haut-parleurs de votre ordinateur ou via la ligne de conférence téléphonique si vous avez composé le numéro. Veuillez utiliser la boîte de questions pour soumettre tout problème que vous pourriez rencontrer et pour poser toutes les questions liées à la présentation. Nous recueillerons les questions soumises tout au long de la présentation et les suivrons avec une session questions-réponses basée sur les questions soumises. Si nous n'arrivons pas à répondre à toutes vos questions à faute de temps, les réponses seront distribuées après l'événement et postées sur notre site web workwellnessinstitute.org. La présentation sera enregistrée et publiée gratuitement sur nos sites web avec les diapositives. Vous recevrez les liens directs pour tous ces éléments par email lorsqu'ils seront disponibles. Aujourd'hui, nous accueillons professeur Karine Bilodeau et professeur Christine Maheu. Madame Bilodeau est professeure adjointe à la faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal et chercheure régulière au centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et au centre Innovation en formation infirmière CIFI. Elle conduit un programme de recherche portant sur l'optimisation des soins et services de santé aux survivants du cancer selon la perspective du retour et du maintien d'une vie sociale active. Ces travaux portent entre autres sur l'apprentissage expérientiel des patients, les interventions interprofessionnelles pour accompagner la survie au cancer, ainsi que le processus de retour au travail après le cancer. La docteure Christine Maheu est professeure agrégée à l'école de sciences infirmières Ingram de l'Université McGill et chercheuse affiliée à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, programme sur le cancer. Le programme de recherche du docteur Maheu se concentre sur les problèmes de survie au cancer, retour au travail, peur de la récidive du cancer, gestion de la détresse due au cancer, incertitude et adaptation. Le docteur Maheu est co-directeur du Cancer and Work. Depuis 2016, le docteur Maheu est le directeur général de la recherche pour l'Association canadienne des infirmières en oncologie. Le docteur Maheu est également responsable de la plateforme de prévention et de gestion des maladies chroniques du réseau d'intervention en recherche infirmières du Québec. Professeur Bilodeau et professeur Maheu, merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Nous attendons avec impatience d'apprendre comment se préparer au retour au travail après un cancer. Je vous laisse prendre la parole. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. D'abord, j'aimerais débuter avec la fameuse question « Pourquoi s'intéresser au retour au travail après un cancer ?» Faire un petit rappel qu'au Canada, il y a une augmentation des survivants au cancer depuis les dernières années. Malheureusement, on sait qu'une personne sur 2 recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie. Et le 2/3 de cette population qui a été touchée par le cancer sera toujours en vie 5 ans après leur diagnostic. Alors, c'est quand même une population importante. J'aimerais vous rappeler un peu qu'est-ce qu'un continuum du cancer et pourquoi peut-être qu'avec les informations qu'on va vous donner aujourd'hui, ça diffère peut-être de d'autres maladies chroniques, des troubles musculo-squelettiques, des troubles de santé mentale. Vous pouvez voir à l'écran que oui, il y a le fameux moment du diagnostic. Par la suite, la personne va commencer des traitements à visée curative. Et ensuite, vous voyez la grande roue qui est présente, c'est que la personne va arriver dans une situation où la maladie va être guérie, va être stable, ça va être dans une période de surveillance. Puis certaines personnes vont poursuivre des traitements
Des fois, ils vont avoir besoin peut-être de retourner pour quelques traitements de chimiothérapie une fois par mois ou peut-être prendre des médicaments par voie orale. Mais il y a quand même un cycle qui est présent pour la population atteinte de cancer. C'est-à-dire que vous voyez que la flèche rouge, les gens peuvent rester toute leur vie dans cette période-là de surveillance. Mais des fois, ça peut arriver que la maladie progresse. Alors là, on arrive dans une situation où on a une récidive ou une progression de la maladie. On va changer le traitement, puis on va recommencer une surveillance et la personne va être stabilisée. Et par la suite, oui, des fois, on peut avoir encore une récidive, une progression, on peut encore changer de traitement, puis il peut y avoir encore une période de stabilité. Alors, c'est pour ça que c'est quand même complexe de revoir quelqu'un dans son milieu de travail qui a eu un cancer. Ça fait que oui, elle va bien, mais la personne vit quand même une incertitude pour la suite. Et ça se peut que des fois, votre employé va bien, mais d'après 2 ans, doit quitter pour avoir de nouveaux traitements et revenir. Et ça peut arriver quand même quelques fois, dépendamment du type de maladie. Alors, c'est juste un portrait pour vous montrer un peu la complexité des traitements, puis aussi que des fois, c'est jamais terminé pour certaines personnes. Quand les traitements terminent, et là, on est à la fameuse phase de surveillance, il y a quand même des défis pour retourner à une vie dite normale pour les gens qui ont été touchés par le cancer. On dit que le cancer comporte de défis, et puis on a un rapport du partenaire canadien contre le cancer qui nous a expliqué qu'avec une vaste étude pan-canadienne, qu'il y a encore des enjeux pour les personnes lorsqu'ils terminent leur traitement. D'abord, qu'est-ce qui est rapporté, c'est que 8 personnes sur 10 ont éprouvé des difficultés physiques, dont la fatigue, que 7 personnes sur 10 ont indiqué avoir éprouvé des préoccupations émotionnelles et que 4 personnes sur 10 ont indiqué éprouver des difficultés pratiques, dont des enjeux en lien avec le retour en emploi. Si on regarde des études à plus long terme, on a nos amis en France de l'Institut national du cancer qui ont fait une étude longitudinale pour voir 5 ans après la fin des traitements, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'emploi pour les gens qui ont été touchés par le cancer. C'est des données quand même assez intéressantes. On voit qu'environ 82 des personnes sont toujours en emploi lorsqu'ils terminent leur traitement, puis qu'environ un tiers de ces personnes ont un temps de travail réduit. On a aussi comme information qu'une personne sur 5 ne serait plus en emploi. Et les raisons reliées à ça, ce serait soit que l'emploi est perdu ou un départ volontaire. Et enfin, un élément très intéressant, c'est que les personnes qui sont en invalidité ou en arrêt de travail prolongé, c'est eux qui présenteraient les taux de fatigue les plus élevés, c'est eux qui ont plus de difficultés à se maintenir en emploi. Alors, c'est des données quand même intéressantes. Alors, il faut aussi les interpréter avec retenue parce que le contexte de l'emploi en France est différent qu'au Canada, étant donné les taux de chômage sont beaucoup plus importants en Europe. Mais quand même, ça me donne quand même un portrait que les gens, malgré tout, lorsqu'ils terminent leur traitement et retournent en emploi, sont capables de se maintenir au travail. Même si on sait que les gens désirent retourner au travail puis ont la capacité de se maintenir après des traitements pour le cancer, qu'est-ce qui est particulier avec la maladie, c'est qu'il y a une présence d'effets secondaires tardifs. Ça fait que oui, vous savez, quand les gens, entre autres, reçoivent des traitements de chimiothérapie, ils sont très malades, mais quand les traitements terminent, des fois, il y a des effets qui vont apparaître et qui vont perdurer selon une période de temps variable. Entre autres, la fatigue sévère. Certaines personnes ont des limitations fonctionnelles. Si on pense aux femmes qui ont une chirurgie au niveau du sein, quelquefois, on doit aller disséquer certains ganglions dans l'aisselle, puis à ce moment-là, il peut y avoir une perte de mobilité au niveau du bras. Il peut y avoir également, puis ça, des fois, c'est un peu plus pernicieux, c'est des difficultés cognitives en lien avec peut-être des difficultés avec la mémoire, la façon de se concentrer. Si certains d'entre vous ont eu des employés qui ont été touchés par le cancer, qu'est-ce qui est particulier, c'est là vous vous rendez compte que vos employés ont des post-it partout sur leur leur bureau, leur agenda est plein de notes, parce que là, ils ont plus de difficultés à se souvenir à court terme des choses à faire, puis c'est des moyens qu'ils vont mettre en place pour être en mesure de bien fonctionner au travail. Puis malheureusement, c'est des choses qui sont difficiles à voir, qu'on ne va pas nécessairement interroger son employé sur le fait qu'il y a des difficultés de mémoire ou de la concentration qui est plus difficile. Et pour certaines personnes aussi, par de la douleur qui est récurrente. Il y a certains traitements, entre autres de chimiothérapie, qui peuvent donner des engourdissements au niveau des mains, même des pieds, certaines douleurs qui demeurent résiduelles.
Qu'est-ce qui est particulier aussi, c'est que les gens peuvent se sentir plus vulnérables lorsqu'ils retournent en emploi, étant donné qu'ils ont été malades. Ils se re-questionnent sur leur capacité à réintégrer leur travail, d'être aussi performants. Et aussi de l'appréhension de la réaction du milieu du travail, comment mes collègues vont m'accueillir, comment je vais être perçue par mes patrons. Si je vous ai ajouté aussi de l'information, je pense pour être pertinente pour vous, sur le fait que si un de vos employés a reçu des traitements de chimiothérapie, on sait que les gens sont plus de difficulté à réintégrer le travail, étant donné que le fait d'avoir reçu de la chimiothérapie, ça a été documenté, fait en sorte que le maintien au travail est plus complexe. Alors déjà, c'est un facteur prédisposant. Et aussi, il faut garder en tête qu'une personne qui a un diagnostic de cancer, peu importe la gravité de la maladie, son stade, si on veut, mais il y a quand même un cumul de traitements. Puis d'emblée, dans les traitements pour le cancer, le traitement privilégié, le premier, c'est de la chirurgie. Puis des fois, dépendamment de l'ampleur de la maladie, on va ajouter de la chimiothérapie puis de la radiothérapie. Mais le fait c'est comme une bonne pratique pour certains types de maladies de cumuler les traitements. Mais le fait de cumuler ces traitements fait en sorte que les gens sont souvent absents au travail plus d'un an. Et comme vous savez, lorsqu'on est en retrait du travail plus d'un an, c'est-à-dire une absence prolongée, ça augmente le risque chez l'employé d'avoir de la difficulté à se maintenir au travail. Alors, c'est vraiment une clientèle où on doit avoir une attention particulière parce que malheureusement, avec les traitements qu'ils ont reçus, c'est quand même plus complexe. J'aimerais aussi ajouter que oui, je vous ai parlé d'effets secondaires qui perdurent, mais on sait qu'avec le temps, la fatigue s'atténue. Également, la concentration aussi peut s'améliorer, la mémoire, les gens sont très habiles à apprendre à concilier avec ces effets secondaires-là pour être quand même en mesure de bien effectuer leur travail. Il faut garder en tête les bienfaits du travail pour cette clientèle-là. Oui, ils ont un diagnostic de maladie mortelle, ils ont été très éprouvés, mais c'est quand même légitime le désir de vouloir retourner au travail. Entre autres, on sait que le travail est important pour maintenir les interactions sociales, l'estime de soi, le bien-être psychologique et la sécurité financière. On sait également que le fait de travailler et de bénéficier de bonnes conditions de travail est en lien avec un meilleur état de santé. Alors, le travail va aller protéger un peu la santé. Et enfin, pour une personne qui a été touchée par le cancer, c'est un signe de retour à la normalité. C'est quitter son identité de malade pour retourner à une identité de personne travaillant, étant socialement active puis contribuant à une entreprise. Ici, je vais vous présenter les données d'une étude que j'ai menée en 2016 qui documente le parcours de retour au travail après le cancer. Et j'ai pu rencontrer 9 participants désirant retourner au travail après un cancer du sein. C'est un suivi qui a été réalisé sur plusieurs mois pour voir un peu les démarches qui ont été faites, l'information qui ont été reçues. Ensuite, pour quelques personnes, j'ai pu leur parler quand ils ont retourné en emploi. Et l'étude nous a permis de dresser vraiment un portrait du parcours de retour au travail. Et d'un autre côté, nos résultats aussi soulevé certains enjeux, entre autres en lien avec la précarité financière ou la précarité d'emploi qui peut influencer le parcours. Les gens où, par exemple, les travailleurs autonomes où ils ont peu de sources de revenus, mais là, ils vont falloir retourner au travail vraiment dans des délais très, très brefs. Pour des gens où si vous avez une entreprise qui n'a pas nécessairement en place d'assurance longue durée, maladie ou il n'y a pas nécessairement de règles syndicales. Ça aussi peut influencer le parcours de retour au travail parce que la personne sent qu'il y a plus de difficultés à retourner en emploi, puis ça peut peut-être précipiter son retour en emploi pour des mauvaises raisons, puis aussi peut-être entraver son maintien, ses revenus trop tôt. Aussi, l'attitude des professionnels et des employeurs. Qu'est-ce qui est particulier, c'est le cancer, malgré tout, c'est une maladie, je vais nommer de noble, c'est-à-dire malheureusement, on n'a pas les mêmes préjugés envers une personne qui a été touchée par le cancer versus une personne qui a souffert de difficultés en lien avec la santé mentale. Alors, souvent, quand les employés vont dire à leur patron ou même aux professionnels de la santé qu'ils désirent retourner travailler, mais c'est un peu banalisé, on ne va pas nécessairement prendre en compte le fait que c'est une volonté de retourner au travail, puis même des fois, on peut être surpris. Et également, il faut garder en tête qu'il y a une limite des soins et services présentement au Canada.
puis particulièrement au Québec, sur les soins de l'après-cancer. Alors, ici, les enjeux que je vous présente, peut-être vous avez en tête, oui, mais il y a une équipe de soins qui est présente, mais oui, mais lorsqu'on termine les traitements pour le cancer, malheureusement, il y a peu de services qui sont disponibles pour les personnes touchées par le cancer. Le parcours qu'on a documenté est en 3 temps, c'est-à-dire une première étape qui est une prise en charge, une prise de conscience d'être en marge des services de santé puis du milieu du travail. Ensuite, une période d'attente pour retourner en emploi et enfin retourner en emploi et s'ajuster. La période que je vous présente, vous avez une ligne du temps dans le bas de l'écran. J'ai rencontré les gens après leur traitement, c'est-à-dire 11 mois après leur diagnostic. Et c'est la période, je veux dire, d'absence du travail pouvait aller jusqu'à 22 mois après le diagnostic. Alors, des fois, ça prend quand même beaucoup de temps avant que l'employé retourne en emploi. Pour la première étape, si on veut, c'est la prise de conscience d'être en marge des services de santé et du milieu du travail. C'est le mois suivant la fin des traitements actifs du cancer, quand les gens ont eu de la chimiothérapie, la radiothérapie, par exemple. Et les éléments clés pendant cette période, c'est que la personne a conscience de l'impact du cancer sur sa vie et des habilités à réintégrer une vie dite normale. Et aussi, c'est un moment que les gens ont comme une crainte par rapport au retour au travail en raison des symptômes. Qu'est-ce qui est particulier, c'est quand les gens sont touchés par le cancer, ont des traitements à l'hôpital, sont hyper bien encadrés par les professionnels de santé. Leur vie tourne autour du fait d'aller à l'hôpital, de recevoir les traitements. Puis les gens sont peut-être moins attentifs aux effets pernicieux de la maladie qui s'installent, entre autres la fatigue et les difficultés cognitives. C'est vraiment le mois suivant la fin des traitements que les gens se rendent compte en reprenant des activités simples à la maison, que là, peut-être, ils ont moins de concentration, ils ont plus de difficultés à écrire un texte continu, à se souvenir des tâches qu'ils avaient à faire pendant la journée. Puis, c'est vraiment particulier parce que c'est vraiment lorsqu'ils arrêtent d'être à l'hôpital puis organisés, si on veut, que là, l'impact des effets secondaires se fait le plus ressentir. Puis, c'est pour ça aussi que les gens ils appréhendent beaucoup le mois suivant les traitements, le retour au travail, parce que là, ils voient l'impact de la maladie qu'il y a maintenant sur leur vie quotidienne. Ici, j'ai un petit verbatim d'une participante lors de sa première entrevue qui expliquait je suis capable de reprendre la même vitesse, le même beat que ça demande. Je vais être capable de me revirer encore sur un dizaine. Mais là, avec la maladie, je ne me reconnais plus trop. Vais-je gérer le stress de la même façon? Vais-je être capable d'en prendre autant? Vais-je mettre mes énergies à la même place? Vais-je être aussi professionnelle? Alors, vous voyez le type de questionnement que les gens se posent lorsqu'ils terminent leur traitement en lien avec leur emploi. Par la suite, la deuxième phase, c'est être en attente de retourner en emploi. Puis ça peut être variable. Le temps qu'on a documenté, ça varie entre 6 et peut-être 8 mois que les gens pouvaient être en attente de retourner au travail après la fin des traitements. Les éléments clés pendant cette période, c'est que les gens vont souvent se créer une nouvelle routine, vont initier des démarches pour intégrer leur emploi. Puis, c'est des gens, les personnes vont faire beaucoup de démarches par elles-mêmes. Ils vont peut-être essayer de se trouver un groupe de soutien, de reprendre des activités physiques, d'essayer de consulter un professionnel parce que, comme je vous expliquais, là, ils ont comme congé des services spécialisés en oncologie. Alors, des fois, ils doivent se retourner vers des services en privé. Puis aussi, pour certaines personnes, ils vont faire des démarches pour avoir de l'aide financière parce que là, ils ont pu leur... Vous savez, il n'y a pas beaucoup de semaines attribuées pour l'assurance chômage maladie. Et des fois, les factures se cumulent parce qu'il y a quand même une précarité financière qui peut s'installer avec les traitements pour le cancer. Ici, j'ai la participante 2 qui explique lors de la deuxième entrevue. Je ne sais pas si c'est le fait que le temps et les traitements, puis maintenant qui est plus long, ou le fait qu'on a recommencé l'activité physique ou toutes ces choses-là, je sais que ça a changé beaucoup. Je suis beaucoup plus confiante à dire je vais aller travailler. Avant, je ne me voyais même pas marcher du train jusqu'au travail. Je me disais comment vais-je être faire pour me rendre là? Je ne serai jamais capable, je suis trop fatiguée, mais là, j'ai l'impression que je vais être capable. C'est que la période d'attente est quand même importante parce que c'est la période où les gens vont reprendre une routine, vont tester aussi leur capacité physique, leur niveau de fatigue, qui vont essayer d'avoir un semblant de vie plus normal. Et cette période-là est quand même importante pour qu'ils se sentent confiants pour le retour en emploi.
Enfin, pour la dernière phase, qui est retourner en emploi et s'ajuster, alors ça, c'est le moment après le retour en emploi. Puis comme je vous disais, les gens que j'ai interviewés, pour certains, ils retournaient en emploi 16 mois après le diagnostic jusqu'à 22 mois. Je vous dirais que les gens qui retournaient le plus rapidement au travail, c'est les gens à qui j'ai parlé qui avaient le moins de symptômes. Pour eux, c'était beaucoup plus simple plus simple, c'est relatif, mais pour eux, ils voyaient moins peut-être d'enjeu de retourner plus rapidement au travail. Les éléments clés pendant cette phase, c'est la révision de la routine au travail pour faciliter le maintien en emploi, d'apprendre à gérer la fatigue au travail et enfin la réflexion quand on sent s'attribuer au travail l'importance de sa vie. C'est une période que les gens se remettent en question, regardent aussi comment ils ont le goût de participer à l'entreprise. Et des fois, les gens vont réfléchir ils vont un peu changer leur routine au travail en disant, ben là, maintenant, je prends mes pauses, je distribue mon horaire pendant la journée ou je vais changer mon horaire pour arriver un peu plus tard au travail, quitter plus tard. Ils vont vraiment mettre en place des conditions gagnantes pour qu'ils soient en mesure de bien faire leur journée puis quand même offrir une bonne performance au travail. Ici, j'ai la participante 4 qui m'explique lors de la dernière entrevue qu'elle est en train de retourner au travail progressivement. Elle m'expliquait, mais je ne me sens pas nécessairement diminuée par ça. Elle avait une nouvelle assignation de tâches temporaires. Mais elle nous dit, mais je sais que les gens ont peut-être une opinion maintenant différente de moi. C'est pas méchamment, c'est juste la réalité. Ils pensent peut-être que je ne suis pas nécessairement comme avant. Bien, moi aussi, je le pense. Je ne suis pas comme avant. Ça fait que j'aime mieux que les gens pensent maintenant que je ne suis pas comme avant. Comme ça, ils vont plus faire attention et ils ne s'attendront pas à ce que je donne mon 120 %. Maintenant, je donne juste 100 %. Alors, on voit que, tu sais, avant, Emel, elle sent que le regard des autres, de ses collègues de travail, ses patrons a changé. Mais de l'autre côté, elle vient apprivoiser aussi son nouveau rôle et aussi de peut-être revoir sa façon de s'impliquer dans son emploi. Ici, je vous ai ajouté quelques particularités dans des travaux qu'on a réalisés pour les adultes de moins de 50 ans. Peut-être garder en tête que pour eux, c'est normal de vouloir retourner en emploi. La retraite, ce n'est pas une option quand on a moins de 50 ans. Aussi, qu'il y a peu de remise en question du choix de retourner en emploi par les proches. Des fois, quand vous avez des gens en haut de 50 ans ou près de la soixantaine, des fois, il y a peut-être un peu de pression pour que les gens aillent à la retraite. Mais malgré tout, maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'âge pour la retraite. Puis, le travail prend une place quand même importante dans la vie des gens. Pour les plus jeunes, on sait que peut-être qu'ils ont davantage à jongler avec les obligations familiales et celles du travail, d'où l'importance pour ces personnes d'avoir du soutien du conjoint, de la famille pour y arriver. Et enfin, un point important, il n'y a plus d'effets secondaires qui ont été documentés pour les personnes chez les plus jeunes que les personnes de plus de 50 ans. C'est-à-dire que les personnes qui sont plus jeunes vont avoir beaucoup plus d'effets secondaires à long terme que les personnes de plus de 50 ans. La raison, c'est quand on diagnostique un cancer en bas de 50 ans, souvent l'équipe de traitement va décider d'offrir peut-être un traitement plus agressif étant donné le jeune âge de la personne, mais malheureusement, le fait de recevoir peut-être des traitements ou des doses plus agressives fait en sorte qu'il peut y avoir des effets secondaires qui sont plus importants par la suite. Alors, il faut garder ça en tête que même si la personne est plus jeune, mais les impacts sont quand même réels des traitements. Enfin, si on regarde qu'est-ce qui peut favoriser un retour au travail du point de vue peut-être de l'employeur, qu'est-ce qu'on peut documenter, c'est offrir un retour au travail progressif. Je pense que maintenant, les professionnels de la santé font vraiment bien attention de bien prescrire le retour au travail progressif lorsque les gens retournent au travail après un diagnostic de cancer. Aussi, de garder en tête d'avoir la flexibilité quant aux ces conditions de retour au travail, au niveau des tâches, de l'horaire, du poste de travail. Comme je vous ai montré, au niveau de la concentration, peut être plus difficile également de la mémoire, avoir aussi des difficultés physiques. Fait que des fois, peut-être même le poste de travail est à réévaluer. S'il y a une perte de mobilité, peut-être les horaires de travail à discuter avec l'employé, voir c'est quand qu'elle se sent le plus en forme dans sa journée. Ensuite, l'attitude respectueuse des supérieurs et des collègues. Habituellement, les gens qui ont été touchés par le cancer vont quand même divulguer à l'équipe de travail leur diagnostic de cancer. C'est particulier parce qu'on sait que les gens ne sont pas dans l'obligation de parler de la raison de leur congé maladie, mais on sait que le fait de garder contact avec son patron également, ses collègues, c'est une source de soutien incroyable. Et enfin, le fait d'avoir de bonnes relations avec les collègues de travail.
Au niveau de l'assureur, on sait dans les travaux qu'une couverture d'assurance suffisante est vraiment aidante parce que les gens peuvent prendre le temps de récupérer à la maison. Comme vous avez pu voir, ce temps-là est important parce que les gens apprennent à avoir une meilleure routine, capable de tester leur capacité, de mieux gérer leur fatigue. Aussi, ça enlève une absence de pression pour le retour en emploi, une pression des fois qu'on sent pour d'autres types de congés maladie. Et enfin, si dans vos équipes, il y a une présence d'un coordonnateur de retour au travail aussi, c'est hyper aidant pour la suite, pour le retour au travail après un cancer. Au point de vue de l'équipe de soins, qu'est-ce qui est suggéré? C'est la latitude par rapport à la prise de décision pour le retour au travail, que le professionnel écoute le désir de la personne qui a été touchée par le cancer, qui désire retourner au travail, de discuter quand est-ce qu'est le meilleur moment, de bien évaluer la capacité de la personne et ensuite avoir une attitude d'ouverture lorsque la personne mentionne vouloir retourner au travail. Ici, j'ai fait quelques points de rappel. Il y a des barrières encore à lever. C'est sûr qu'aujourd'hui, on vous parle des enjeux du retour au travail après un cancer, mais il faut garder en tête que présentement, tout n'est pas parfait. Puis, c'est pour ça qu'on travaille fort à trouver quand même des solutions innovantes pour mieux aider cette clientèle. C'est au niveau de l'organisation des soins et des services pour l'après-cancer. Il faut garder en tête que présentement, il y a peu de suivi quand aux effets secondaires post-cancer. Pour vous donner une idée, les rendez-vous sont aux 3 mois avec un médecin spécialiste lors de la fin d'un traitement pour le cancer. Et souvent, les médecins de famille et les professionnels de première ligne sont peu impliqués. Ça fait en sorte que la discussion sur l'après-cancer, les symptômes, est quand même très limitée. Pour les ressources communautaires, il y a des ressources communautaires qui sont existantes. On sait qu'ils sont sous-utilisés. Les gens ne participent pas toujours aux activités qui sont organisées par des associations bénévoles en lien avec les personnes touchées par le cancer. Il y a aussi la visibilité qui est limitée. Puis, par chance, aujourd'hui, vous allez avoir les conseils de ma collègue Christine Maheu qui va vous présenter une superbe ressource, mais aussi, cette ressource-là devrait être davantage visible. Et enfin, les gens utilisent peu les services en réadaptation privée pour les enjeux en lien avec l'après-cancer. Et aussi, c'est plus difficile, je vous dirais, impliquer les entreprises puis les assureurs à réfléchir à comment on peut améliorer le maintien en emploi après un cancer. Alors ici, je fais juste un petit rappel, enfin, pour la personne quand elle est à la maison, comment elle peut se préparer à un retour au travail. Alors, ça vous donne un peu une idée qu'est-ce que la personne peut faire à la maison. Est-ce que ces conseils-là sont présentement offerts par le professionnel de la santé? Pas par tous, comme je vous disais, c'est quand même une thématique qui est quand même peu abordée par les professionnels de la santé, mais malgré tout, je pense que c'est important de vous le mentionner pour que vous ayez une idée. On demande aux personnes de se renseigner tôt sur les effets secondaires des traitements pour qu'ils soient en mesure de les identifier lorsqu'ils terminent leur traitement, voir, OK, là, c'est normal que j'ai un peu plus de difficultés de concentration. Aussi, qu'ils soient en mesure d'initier rapidement avec un professionnel de la santé le sujet du retour au travail. Ce n'est pas nécessairement fait. De prendre contact aussi avec son employeur, de reprendre une routine à la maison, comme se lever avec un réveil, faire un calendrier d'activités, d'augmenter graduellement ses activités ou ses tâches à la maison, de vraiment planifier son temps de repos, sieste. Et enfin, de prendre contact avec son médecin de famille parce que la personne, en principe, ce serait hyper aidant qu'elle ait des rendez-vous avec un professionnel de la santé pendant son retour au travail. Alors, pour ma présentation, peut-être comme message clé, gardez en tête que le retour au travail est un événement important de l'après-cancer, que le retour au travail demande de la préparation de la part de la personne, puis que c'est important de parler de la reprise d'une routine avec les survivants et de miser sur leurs forces. Et c'était mon message aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires. Et j'aimerais peut-être, avant la période de questions, mentionner que j'ai un projet de recherche présentement en cours et j'aimerais parler à des gestionnaires, patrons, superviseurs qui ont eu des employés touchés par un cancer du sein. Alors, pour voir comment ça s'est passé, le retour au travail, c'est une entrevue courte de 30 minutes au téléphone ou par Zoom. Puis, il me manque juste 2 personnes pour compléter mon échantillon. Je sais que c'est anecdotique, peut-être peu d'entre vous ont eu des employés qui ont un cancer du sein. Alors, ce serait vraiment
intéressant, puis aussi contribuer à la recherche, puis aussi aux connaissances pour mieux accompagner, outiller même les employeurs à cet enjeu. Et je crois que le lien pour le projet de recherche va être déposé sur le chat. Eh bien, bonjour, c'est Christine Maheu. Je suis de l'École de sciences infirmières et Grimm à l'Université de McGill. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter notre site web Cancer et Travail qui a été créé en 2016. Ce que vous voyez à l'écran maintenant, c'est la page d'entrée de notre site web. Il s'agit du premier site web canadien sur le cancer et travail qui propose des liens vers des ressources au Canada et dans le monde entier et qui est aussi soutenu par les meilleures pratiques et la recherche. Il est disponible en français et en anglais. Le site web a été conçu pour aider les survivants du cancer à retourner, à rester ou à trouver du travail et notre public cible étant les survivants du cancer, les professionnels de la santé et les employeurs. Vous allez voir qu'un aspect du site web que nous avons voulu souligner est d'amener toutes les personnes qui sont impliquées dans le retour au travail d'utiliser un langage commun et d'avoir un but commun. Et donc, malgré que nous avons le site web divisé par si vous êtes un survivant, un professionnel de la santé ou un employeur, l'information dans chacune de ces sections est très similaire, mais personnalisée à chacun. Le site web Cancer Travail ou Cancer Work contient plus de 500 pages de contenu, de ressources, 9 vidéos et autres qu'on est en train de produire et 7 outils en ligne. Et la plupart des informations ont été rédigées par une équipe de base composée de spécialistes en réadaptation, de spécialistes axés sur le travail, avec plus de 26 experts et rédigées par une équipe interdisciplinaire en cancer comprenant des infirmières, kinésiologues, psychologues et des avocats en droit de la santé et autres. Voici des exemples d'outils interactifs qui se trouvent sur notre site web que nous avons créé et qui peuvent être imprimés. Le premier, c'est l'outil d'analyse d'emploi et cet outil sert à définir les descriptions de tâches d'un emploi. Il va être utile pour aider à planifier le retour au travail, à savoir si la personne est prête pour accomplir les demandes que requiert l'emploi. Et une fois complété, cet outil peut être discuté avec la personne touchée, avec son professionnel de la santé, mais surtout conçu pour discuter avec l'employeur. Et l'outil d'analyse des tâches, celle-ci permettra d'identifier quelles sont les tâches essentielles et non essentielles au travail afin d'évaluer lesquelles la personne est toujours en mesure de faire et pour les autres pour lesquelles elle devra demander des adaptations ou demander d'être transférée à d'autres personnes. Ces deux outils sont complémentaires ensemble. L'outil de planification de retour au travail, c'est un outil qui guidera à développer un plan de retour et évaluer les aptitudes au travail telles que l'évaluation d'une capacité physique de la personne qui pourrait définir la nécessité d'une évaluation ergonomique de son environnement de travail. Il est préférable de compléter ce plan avec la participation du survivant du cancer, avec son professionnel de la santé aussi et son employeur ou bien de la personne chargée de son dossier. L'outil, les sources d'énergie et de fatigue sont deux outils différents, mais encore complémentaires, qui aident à évaluer quelles sont les sources au travail qui peuvent gruger les énergies de la personne et ceux qui peuvent produire plus de fatigue et à quel moment de la journée, et quelles sont ces sources qui, au contraire, donnent de l'énergie. Donc, ces évaluations personnelles aideront à mieux planifier le retour au travail du survivant et son succès de maintenir le retour, et ainsi de pouvoir mettre en place un plan stratégique en amont pour diminuer l'impact négatif du cancer sur le retour au travail de la personne concernée. L'outil pour nourrir la pensée positive est en fait une vidéo en ligne qui guide l'individu vers de la thérapie cognitive, à savoir comment elle peut revoir les situations stressantes à son travail de façon moins stressante et donc comment mieux gérer son stress généré par le travail. Vous pouvez, en tant qu'employeur, suggérer à votre employé de visionner cette vidéo. L'outil de symptômes cognitifs au travail sert à évaluer si la personne éprouve des problèmes cognitifs et à quelle intensité, et voir comment ceux-ci peuvent avoir un impact sur ses tâches de travail à accomplir. Une fois que l'outil complété, on y recommande d'apporter les résultats à son professionnel de la santé afin de discuter des stratégies qu'ils peuvent mettre en place pour diminuer l'impact de ces problèmes cognitifs sur son travail. Ce que vous voyez à droite, c'est une copie de l'outil pour évaluer les niveaux de fatigue dans un contexte de travail. Les sujets abordés sur le site web Cancer et Travail sont multiples, mais entre autres, vous y retrouvez retourner ou rester au travail. Ici, on suggère les différentes étapes à suivre pour planifier son retour au travail.
Et on présente des étapes qui peuvent être suivies par son professionnel de la santé et que je vais décrire dans la prochaine diapo. L'impact du cancer sur le travail, cette section aide à comprendre et évaluer l'impact des symptômes reliés au cancer et au traitement sur le travail et l'implication de ceux-ci sur l'habilité de la personne à accomplir son travail étant donné certains symptômes ressentis. On explique qu'il y a des symptômes durant les traitements, mais qu'il demeure aussi plusieurs symptômes vécus après la fin des traitements qui doivent être considérés pour leur impact sur l'habilité d'accomplir son travail ou de retourner au travail, tels que les symptômes de la fatigue et de la douleur. Communication et travail d'équipe. Ici, on suggère dans cette section de parler de ses capacités, de ses difficultés avec l'équipe médicale pour trouver des moyens afin de gérer ces défis pour accomplir ses tâches du mieux possible et en toute sécurité et de la façon la plus productive qui soit. L'évaluation de l'aptitude au travail. Cette section peut aider à déterminer si la personne est prête à retourner au travail, à voir si elle a les aptitudes physiques, psychologiques, cognitives, fonctionnelles nécessaires suivant son expérience avec le cancer. Donc, à la question, mon médecin croit que je suis prêt à retourner au travail, mais pas moi. La personne peut être invitée à consulter son professionnel de la santé et à revoir cette section afin de procéder à des évaluations professionnelles telles qu'évaluer la capacité physique ou cognitive à soutenir une journée de travail et d'identifier des moyens d'adaptation pour aider la personne à retourner au travail. On dit souvent aux gens que souvenez-vous que vous n'avez pas besoin d'être rétabli à 100% pour planifier votre retour au travail et qu'il vous faudra peut-être un certain temps avant d'être entièrement rétabli. On y recommande également de communiquer avec son département des ressources humaines et s'ils ont un conseiller en retour au travail afin de connaître leur option d'assurance maladie et d'invalidité. Car si la personne doit arrêter de travailler pour traiter leur cancer et se rétablir, elle aura sûrement besoin d'autres sources de revenus. Et le site Web offre des liens vers des programmes gouvernementaux et privés auxquels la personne pourrait être admissible, comme les prestations d'invalidité du régime de la pension du Canada. Le bien-être sur le lieu de travail. Ici, sur le site Web, nous discutons des avantages d'avoir du soutien au travail et de maintenir un lien avec son milieu de travail qui facilitera son ajustement et la compréhension de ses pairs et facilitera aussi un retour au travail, on espère, en douceur. L'aménagement du milieu de travail. Ici, on explique que l'aménagement du milieu de travail est une adaptation ainsi qu'une modification des tâches, des horaires de travail, soit variés ou graduels. Et on explique à la personne que si elle a tendance à être plus fatiguée le matin, de voir s'il est possible de commencer plus tard le matin et de terminer plus tard le soir. Parfois, pour que la personne puisse retourner au travail, il se peut que vous ayez à modifier certains aspects de son poste définis dans ses tâches de travail. La section changement de travail et recherche d'emploi, eh bien, il est évident que le cancer va modifier sa façon de voir la vie, que cela apporte parfois des changements de priorité. Souvent, le survivant va réévaluer son attitude par rapport à son travail, se demandera s'il souhaite le même emploi ou la même carrière et pourra même remettre en question sa volonté de travailler. Certains survivants de cancer savent qu'ils veulent changer d'emploi ou sont confrontés à l'impossibilité d'une reprise du travail car ils sont incapables, soit physiquement ou autre, ou bien l'emploi a simplement changé ou disparu depuis leur départ. Parfois, il se peut qu'à cause du cancer ou des effets secondaires du traitement, qu'il peut être difficile de reprendre son emploi ou tout autre emploi sans apprendre de nouvelles compétences ou suivre une autre formation. Dans ces conditions, on recommande à la personne de discuter avec un conseiller en milieu de travail. La section « Informations destinées aux proches aidants », on offre des suggestions aux proches aidants ici sur comment balancer leur rôle et leur bien-être tout en maintenant leur travail et offrir leur soutien à leurs personnes chères qui vivent avec un cancer. On offre de l'information sur leurs droits au travail, le soutien financier disponible pour prendre du temps dans leur rôle de proche aidant et des stratégies pour gérer leur stress à eux aussi. La section « Informations sur les lois et les politiques » fournit également des ressources qui peuvent être disponibles dans la communauté. Nous avons aussi une liste de questions fréquemment demandées qui ont été répondues par des avocats. Par exemple, à la question « Que puis-je faire si un supérieur m'appelle pendant mon congé de maladie et me demande de travailler? » La réponse a été « Si vous avez un congé de maladie dûment approuvé, vous n'avez pas à travailler ou à revenir plus tôt de ce que votre médecin vous a indiqué. » Et finalement, les liens vers les services et les ressources sont regroupés selon les provinces canadiennes qui offrent des programmes d'emploi et de réadaptation professionnelle qui sont disponibles au Canada.
Oh, excusez. OK. Les 11 étapes du retour au travail, qui est une section qu'on a sur notre site web, qui, l'on juge très importante. Dans cette section, on propose des étapes pour élaborer son plan de retour. Il y a des liens dans cette section vers d'autres sections du site web afin d'aider au cours de ces étapes. Et ces étapes peuvent être parfois plus dirigées entre la personne et son professionnel de la santé. D'autres étapes, c'est entre la personne qui a eu le cancer et son employeur, ou bien axées vers les 3 parties impliquées dans le processus du retour au travail, dont la personne, son professionnel de la santé et son employeur. Dans l'étape 1, comprendre les facteurs qui ont un impact sur le travail, il s'agit ici de déterminer selon 4 facteurs spécifiques qui peuvent influencer les habiletés de la personne à retourner au travail. Et ces facteurs ici sont les facteurs biopsychologiques comme physique, psychologique et cognitive, les facteurs relatifs à la personne comme l'importance accordée à son travail, les facteurs relatifs au système comme les ressources dans le système de santé et gouvernemental comme l'aide financière et l'influence de la famille, et les facteurs relatifs au lieu de travail, comme les services de soutien disponibles en milieu de travail et exigences de l'emploi, qui pourraient faciliter ou entraver le retour au travail. L'étape 2, évaluer les fonctions. Ici, il s'agit d'évaluer les forces et les faiblesses sur le plan physique, psychologique et cognitif et leur incidence sur la capacité de la personne à travailler. Nous offrons des évaluations que la personne peut débuter elle-même, mais aussi d'autres plus approfondies qui nécessitent une évaluation professionnelle. Dans l'étape 3, comprendre les exigences reliées au travail, on dit que même lorsque les emplois portent le même titre, les tâches associées ne sont pas nécessairement les mêmes. Pour mieux comprendre les défis fonctionnels auxquels la personne peut être confrontée lorsqu'elle reprend le travail, il devient important de faire une analyse d'emploi, comme il est disponible sur notre site web avec l'outil mentionné précédemment, et de discuter des prochaines étapes du retour au travail avec son employeur. Et dans l'étape 4, identifier les ressources et référer vers du soutien. C'est après avoir relevé les forces et les faiblesses influençant la capacité d'accomplir son travail, on suggère à la personne dans l'étape suivante de vérifier s'il y a d'autres mesures de soutien qui pourraient être favorables pour elle. Cette démarche pourrait faire ressortir la nécessité d'un traitement médical symptomatique plus poussé ou encore le besoin de services de réadaptation. Dans l'étape 5, communiquer au sujet du retour au travail. Au moment de planifier son retour, on suggère à la personne de voir auprès des membres de son équipe soignante pour voir avec eux si elle est prête et si elle est apte à reprendre le travail. On recommande de garder également cette communication de leur évolution de préparation de retour au travail avec leur employeur afin de lui signaler son intention de toujours retourner à son poste. Étape 6, encourager les survivants de cancer à prendre le contrôle. Et ici, on encourage la personne à s'investir dans sa réadaptation en préconisant des approches d'autogestion qui vont augmenter son sentiment de contrôle et de confiance sur sa préparation de retour. Dans l'étape 7, identifier et favoriser le recours à du soutien. Sur l'élaboration d'un plan de retour au travail exige en partie de voir dans quelle mesure le milieu de travail est prêt à recevoir la personne. Il est donc important de voir avec l'employeur ou son représentant les différentes formes disponibles dans son milieu de travail pour soutenir le retour. Dans l'étape 8, contribuer à l'élaboration d'un plan de travail. Cette étape est très importante. Ici, on recommande à la personne de travailler avec des pairs, avec son équipe de santé, afin de jouer un rôle important en faisant part de ses observations, de ses préoccupations et d'explorer avec son professionnel de la santé les diverses mesures d'adaptation qui pourraient faciliter sa transition et optimiser son rendement au travail. Il convient de noter que la décision quant au type de mesures d'adaptation, si possible et acceptée, revient à son employeur. Dans l'étape 9, préparer les survivants à un retour imminent au travail. Il est parfois surprenant de constater à quel point la personne réalise qu'elle n'est plus autant conditionnée à la vie de travail une fois en arrêt et à quel point elle oublie la routine de travail. Et donc ici, on suggère à la personne de simuler un retour au travail comme se lever et entamer une routine comme si on retournait au travail afin d'évaluer où elle doit se reconditionner. Dans l'étape 10, gérer les attentes en matière de travail. Il s'agit de bien gérer les attentes et celles du superviseur en fournissant des lignes directrices claires sur ses restrictions, ses limites et son retour progressif au travail s'il y a lieu. Par exemple, il peut être difficile de comprendre la fatigue vécue par des survivants du cancer car ce symptôme n'est pas nécessairement visible et donc peut être difficile à imaginer pour les collègues de travail.
Il est donc encouragé de communiquer de leur aptitude à accomplir toutes leurs tâches attendues de façon réaliste et en faire part à son employeur et à ses collègues afin d'éviter de subir inutilement la pression qui pourrait découler d'attentes irréalistes. Dans l'étape 11, surveiller le progrès après le retour au travail. Et donc, la clé d'un retour au travail durable consiste à intégrer une composante d'évaluation dans le plan du retour au travail par le professionnel de la santé et par l'employeur. Il ne faut pas oublier que même si la personne est de retour au travail, un suivi régulier de son état physique, psychologique, cognitif et fonctionnel est conseillé pour s'assurer de sa capacité de maintenir le travail et voir à la nécessité d'obtenir des services supplémentaires, soit auprès de conseillers en réadaptation professionnelle ou encore la recherche d'informations sur les droits de la personne en cas de besoin. En conclusion, dans ces 11 étapes, soyez prêts à vous engager auprès de la personne qui revient au travail suite à un cancer et voir à intégrer une composante d'évaluation des progrès et de répondre aux préoccupations qui surviennent une fois de retour au travail. Bon, ici, pour des bons conseils, je vois que ma collègue Dr. Bilodeau vous en a donné plusieurs. Oups, excusez. Okay. Et donc, je vais vous en rajouter quelques-uns pour comment soutenir un survivant du cancer dans son retour au travail. Bon, il est recommandé de lui fournir un milieu de travail favorable, d'encourager une communication positive continue entre l'employeur, les collègues et les survivants du cancer, de soutenir un emploi durable envisageant des aménagements et des systèmes de soutien financier pour permettre à la personne de travailler dans sa pleine capacité au fil du temps, pas nécessairement seulement pendant le retour initial au travail, de soutenir le retour au travail bien au-delà de la reprise des heures complètes, de discuter également de la divulgation. On suggère des pour et des contre sur notre site web pour divulguer ou non de leur diagnostic de cancer et comment et quand le faire. On reconnaît ici que la personne n'a pas d'obligation de divulguer son diagnostic si elle ne préfère pas et peut simplement identifier ses limitations pour son travail. D'envisager un plan de retour au travail progressif plus long si nécessaire, si ceux-ci sont favorables à un retour réussi et à long terme. De guider les professionnels de la santé sur quelles sont les exigences de l'emploi et les faisabilités d'aménagement professionnel ou d'accommodation qui est possible sur les lieux du travail. D'améliorer l'accès aux évaluations et interventions axées sur le travail, telles que l'ergothérapie et la neuropsychologie et la réadaptation professionnelle. D'améliorer les prestations telles que l'ajout d'ergothérapie aux soins prolongés, d'avoir une invalidité partielle disponible dans le cadre d'une invalidité de longue durée et de concevoir un programme d'aide à la famille, d'aide aux employés qui devrait comporter des conseils professionnels, idéalement des experts en réadaptation professionnelle et des programmes d'évaluation et de thérapie cognitive comportementale. Et enfin, améliorer l'accès à l'information sur les fonctions et les attentes exigées d'un poste de travail pour les employés, pour les professionnels de la santé et les employeurs, avec des outils, une formation et un financement fait par des experts. Et finalement, sur le sujet du cancer au travail, si ça vous intéresse, on recherche présentement, nous aussi, pour des études, on cherche à améliorer notre site web, à donner plus d'informations. Donc, on cherche des gens pour évaluer le site web, qui pourraient nous donner des commentaires sur les informations qui pourraient manquer. Entre autres, on sait qu'on n'a pas assez d'informations sur comment mieux soutenir les gens qui sont de travailleurs autonomes qui ont eu un cancer. Et donc, pour ce sujet aussi, on recherche des travailleurs autonomes qui auraient eu un diagnostic de cancer pour les interviewer afin de mieux comprendre leur expérience sur maintenir au travail ou bien retourner au travail et de maintenir leur entreprise. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter. Merci. Merci beaucoup. Merci, professeur Maheu et professeur Bilodeau, pour cette excellente présentation. Si ça vous ne dérange pas, nous passerons immédiatement à la session de questions-réponses. Je voudrais rappeler à nos participants de saisir leurs questions dans la boîte à questions. Tout d'abord,
Merci à vous d'avoir présenté des statistiques qui peignent la dure réalité de personnes touchées par le cancer. Pouvez-vous nous donner des exemples de signes présentés par un employé après un cancer qui montrent que cette personne est en difficulté auxquels l'employeur devrait faire attention? Ben, selon ma pensée, déjà là, c'est pour ça que dans le site web, on recommande à la personne de maintenir un contact avec son employeur qui ça, c'est une façon qui a été étudiée pour diminuer les risques de perte d'emploi, de démontrer à ton employeur que vous êtes toujours intéressé à retourner à votre poste, mais qu'en ce moment, vous êtes en période de traitement, pour de reprendre aussi le cours de votre vie, mais que vous avez besoin d'une pause, mais que vous êtes toujours intéressé et vous avez dans votre planification de retourner à votre poste. Donc, si vous gardez cette communication-là, ça l'évite, ça réduit les risques de perte d'emploi. D'autres suggestions qui ont été faites aussi, c'est de voir si vous pouvez, puis si vous en avez envie, c'est pas une obligation, mais lors s'il y a des parties de Noël ou des activités de célébration, de voir si vous allez faire aussi un petit tour pour démontrer votre intérêt, puis de garder vos liens avec votre travail et avec vos collègues. Puis peut-être pour ajouter à la question, quand la personne est en emploi, puis en bon gestionnaire, vous voulez être sensible au fait que la personne, en réalité, s'épuise pas trop ou se sente à l'aise avec les tâches. Je pense que, puis Christine l'a mentionné, c'est vraiment d'avoir des rencontres régulières pour souligner les progrès, d'évaluer peut-être de manière plus soutenue les premiers 3 mois, vraiment comment que la tâche de travail est perçue. Si vous voyez, parce que des fois, vous le sentez, hein, il y a des oublis dans un courriel, il y a quelque chose qui n'a pas été noté dans l'agenda, dans la chaîne de production, il y a telle étape qui a été... Puis vous savez que ce n'est pas dans l'habitude de l'employé. Puis quand vous sentez qu'il y a comme des bruits de continuité dans son travail ou des petites erreurs qui s'accumulent, peut-être à ce moment-là, c'est de revoir avec l'employé en disant, mais peut-être que là, peut-être tu as trop d'heures, on pourrait peut-être revoir les tâches où tu te sens plus à l'aise. Il faudrait être vraiment sensible à ça parce que ce qui est particulier avec le cancer, c'est pas, on ne revient pas d'une grosse grippe, là. On revient de longs traitements et comparativement à une situation, quelqu'un qui revient pour un trouble musculo-squelettique, c'est que la personne, elle revient, on ne peut pas garantir qu'elle est à 100% de sa capacité parce qu'on n'est pas capable de préparer la personne qu'elle revienne à 100% de sa capacité. Puis elle a besoin, la personne, d'être dans un contexte de travail pour apprendre à gérer ses effets secondaires. Ça fait partie de son apprentissage en tant que personne touchée par le cancer. Et des fois, pour l'employeur, pour les collègues de travail, c'est de comprendre que ça peut prendre du temps pour que la personne reprenne une routine qui est régulière. Et c'est ça la différence peut-être avec les autres types de diagnostics où on sait que la personne, elle est en réadaptation privée, elle a soulevé des charges, puis oui, on a des limitations, mais ça arrête là, mais ça demande vraiment énormément d'écoute. Ça vous demande aussi peut-être d'avoir une gestion très humaine avec la personne et d'y aller avec une approche positive, si elle fait des erreurs, de venir la mentionner. Parce que des fois, quand vous voyez le cumul d'erreurs ou d'oubli, c'est comme un signe que là, peut-être qu'elle en prend peut-être trop ou elle a besoin d'aide ou de peut-être revoir ses tâches pour une période donnée. Merci beaucoup. Que recommandez-vous pour les employeurs en matière de moyens et de fréquence de communication avec leurs employés durant la transition de retour au travail, surtout dans le contexte d'une pandémie? Je ne sais pas, Karen. C'est une bonne question. Je ne peux pas dire que j'ai lu des études là-dessus, mais il reste, faut que ça soit d'une façon qui est pas, qui rajoute pas une pression chez le survivant du cancer, mais quand même qui démontre à son employeur que la personne, comme je dis, elle est proactive et se prend en charge pour se rétablir le plus rapidement possible pour retourner au travail. Donc, ça peut être au début du traitement pour juste communiquer que, comme j'ai dit, la personne n'est pas obligée de divulguer qu'elle a un cancer, mais souvent, les pour et les contre, c'est que des fois, tu as plus de soutien quand ils savent que tu as un cancer, mais ça peut être juste que tu es en arrêt de travail pour une maladie sérieuse. Donc, au début, et puis dans le milieu du travail pour dire que ça va bien, que
vous pouvez aussi, ce qui est recommandé, c'est la personne d'être proactive avec, de voir auprès de son employeur quelles sont les ressources de soutien qu'ils peuvent avoir, soit comme en réadaptation, et de dire, bon, ben là, en ce moment, je suis en train de finir mes traitements, de parler avec ces personnes-là, les professionnels, de dire, ben je souffre de fatigue reliée au traitement, qu'est-ce qui peut être fait pour m'aider à me rétablir le plus rapidement possible afin que je puisse réintégrer mon travail. Donc, de voir à ce moment-là, durant les traitements, si nécessaire, mais souvent, dépendant des soutiens qu'ils ont au travail, s'ils ont une personne qui est dédiée pour aider les gens diriger les gens dans leur planification de retour au travail, vont leur offrir différentes ressources ou des sources professionnelles d'évaluation. À ce moment-là, ça leur fait un contact. Puis après, ben, comme on dit, c'est selon ce que la personne qui a le cancer se sent prête à faire, si elle veut faire ces contacts-là durant les célébrations X, Noël et autres, et les fêtes, et d'aller jusqu'à temps qu'elle se sente prête, mais d'une façon sans qu'elle se sente sous pression de le faire ou sous pression de ne pas le faire. Puis je pense que c'est vraiment une excellente question parce que avec les gens à qui j'ai parlé, je sais que dans les bonnes techniques de gestion, c'est pendant un congé maladie, c'est reconnu d'avoir un contact avec le patron et l'employé, faisant en sorte qu'on avait plus de chances d'avoir un maintien réussi au travail par la suite. Ça fait partie des bonnes pratiques, puis on ne les remet pas en question avec une personne touchée par le cancer. D'un autre côté, comme Christine l'a dit, c'est comment ne pas mettre de pression. Puis c'est toujours là qui est délicat parce que vous, comme humain, vous le savez que c'est très difficile d'avoir un diagnostic de cancer dans sa vie. C'est difficile pour les proches, puis vous ne voulez pas mettre de pression. Peut-être à ce moment-là, quand vous parlez à la personne, d'aller chercher des informations comme ça va être quand ta chirurgie. De puis laisser une note que si sa chirurgie est au mois de mars, en avril, d'y envoyer un courriel, comment ça s'est passé ta chirurgie, si vous savez qu'elle commence des traitements de chimiothérapie, juste dire, je sais que tu as une autre étape de tes traitements, j'espère que tout va bien pour toi. Juste de garder ce lien-là, peut-être s'informant sur sa condition de santé, voir comment ça va, ou si la personne finit ses traitements, je sais que tu as fini tes traitements, prends ton temps, tu me fais signe quand tu es prêt. Ton rétablissement, c'est notre priorité. De faire attention aux messages clés que vous offrez à ce moment-là, puis vraiment montrer l'empathie. Puis c'est pour cette raison-là, comme Christine disait, que les gens vont divulguer parce que malgré tout, c'est comme une famille aussi le travail. C'est des gens avec qui on développe énormément de liens. Là, présentement, un enjeu par rapport à cette fameuse directive-là ou conseil-là de garder en contact un employé. Je le sais dans les projets que je fais, sur une dizaine de personnes, tout le monde a changé de patron, les postes ont changé, on est dans des conditions de travail très fluctuantes. Et si vous avez la chance de garder vos équipes pendant plus de 2 ans, c'est merveilleux, mais il y a ça aussi, des fois, il y a beaucoup de changements au niveau du personnel de gestion, puis ça fait en sorte que là, c'est difficile d'avoir ce lien-là. Mais malgré tout, je pense que si vous arrivez dans une équipe où vous savez qu'un employé est en absence maladie, de peut-être dire, je suis nouveau patron, je veux juste dire que j'ai attendu, on m'a informé que tu l'avais dit à l'équipe, mais juste m'assurer que tu vas bien. Puis si tu as des questions par rapport au reste, fais-moi signe. Ça fait que des fois, ça peut être des mécanismes que vous pouvez mettre en place sans mettre de pression. Effectivement. Une autre question est, une fois un plan de retour au travail établi, à quelle fréquence les superviseurs devraient-ils apporter des révisions à ce plan? Selon vous et votre expérience, est-ce que ce plan est fréquemment revisité et ajusté? Non, c'est pour ça qu'on met l'emphase sur le site web, de faire un plan de travail, mais qu'une fois que le plan de travail a été rédigé, que la personne est retournée au travail, de faire un suivi. Le suivi, encore là, c'est une entente qui peut être faite entre la personne et l'employeur. Ça peut être aux 3 mois, ça peut être aux 6 mois. On sait que parfois, les gens retournent au travail, puis une fois retour, se disent je réalise que je suis revenue trop rapidement, j'ai de la difficulté à gérer, j'ai de la difficulté à gérer les attentes. Donc, le plan aurait besoin d'être revisé à ce moment-là. Ça peut être quand la personne l'annonce, elle en discute avec son employeur, ou bien comme préétabli aux 3 mois, 6 mois.
comme Karine disait, souvent, le suivi après cancer pour voir s'il y a des traitements de longue durée qu'on dit, ça se fait aux 3 mois. Donc, à ce moment-là, la personne peut s'auto-évaluer avec son professionnel de la santé, revoir son propre plan, est-ce que tout va bien, puis si elle voit qu'elle a des difficultés fonctionnelles ou autres, avec son professionnel de la santé et dire, bon, mais peut-être qu'il va falloir demander une accommodation ou une adaptation à votre travail parce que là, vous êtes en train de développer, par exemple, de lymphidème dans le bras, qui fait en sorte qu'il serait préférable de lever moins de poids lourd. Bien, à ce moment-là, ça va être bon pour la personne de communiquer avec son employeur ou son représentant, de dire, ben, est-ce qu'on peut se revoir? Il faudrait révéler le plan parce que mon état fonctionnel et physique et autres a changé et j'ai une recommandation de mon professionnel de la santé de revoir certaines de mes tâches dans le contexte de mes limites qui a été identifié par le professionnel de la santé. Et ça aussi, c'est toujours important aussi de revoir, de dire, c'est une recommandation médicale aussi qui vous est apportée de revoir le plan. Merci beaucoup, professeur. Une autre question est, pensez-vous qu'il est difficile pour les superviseurs de soutenir un survivant de cancer si l'employé décide de ne pas divulguer sa condition? Est-ce que vous voudriez commenter sur ce sujet? C'est pas que c'est nécessairement difficile. Ce qu'on peut axer, c'est sur les modes d'adaptation. Fait que la personne peut dire, sans avoir dit que le cancer, je vis avec une difficulté, mettons, de fatigue ou d'une douleur, parce que les gens peuvent avoir une douleur qui est continuelle après un traitement des cancers. Donc, suite à cette douleur-là, ils peuvent ils peuvent se concentrer sur les modes d'adaptation nécessaires afin que la personne puisse accomplir ses tâches de travail requises. Donc, ça revient un peu à ce que Karine, Dr. Bilodeau disait au début. Là, à ce moment-là, les gens peuvent transiger vers, OK, au niveau musculo-squelettique, quelles sont les adaptations que nous apportons? Donc, c'est pas nécessairement sur les adaptations, sur le cancer que les gens sont obligés de se centrer s'ils ne le savent pas, mais s'ils centrent sur les défis à relever ou les adaptations qui sont nécessaires suite à une condition médicale. Puis peut-être à préciser que une personne touchée par le cancer va peut-être pas avoir les mêmes restrictions dans son dossier médical qu'une personne avec un trouble musculo-squelettique. Puis, avant qu'un médecin amène une restriction, il faut vraiment qu'elle réfléchisse parce que ça reste dans la vie du dossier du travailleur d'avoir une limitation, on dit, pour une charge. Puis des fois, c'est pour ça qu'une personne touchée par le cancer arrive avec très peu de restrictions ou c'est un peu plus flou qu'est-ce qu'il suggère, étant donné qu'on sait qu'avec le temps, il va y avoir de l'amélioration. C'est ça pour un superviseur, puis c'est pas que la personne a été touchée par le cancer, mais peut-être elle va se poser la question, bien, quand je parle, il oublie des trucs, je le sens moins concentré, puis ça, c'est pas des trucs que le médecin va nécessairement écrire dans sa note. Ça fait que c'est vrai que ça peut amener peut-être un peu de flou, mais si l'équipe soignante, puis il y a eu une bonne discussion avec la personne touchée, fait en sorte qu'il y a quand même eu des directives intéressantes qui ont été communiquées au bureau de santé. Là, on se croise les doigts que ça se passe bien, mais malgré tout, c'est comme l'envers de ne pas divulguer. Merci beaucoup. Et puis, durant le retour au travail après un cancer, recommandez-vous un dialogue entre les employeurs ou superviseurs, l'employé et les organisations de réhabilitation aux professionnels de santé? Est-ce que cela est courant et est-ce que cela existe? Bien, souvent, c'est les employeurs qui vont recommander aux personnes de réadaptation professionnelle qui travaillent pour eux de communiquer avec le survivant du cancer afin de proposer des méthodes de réadaptation. Donc, il y a cette communication-là qui va être en place. Puis, c'est bien pour la personne d'être proactif aussi, d'utiliser ces services-là afin de démontrer aussi de son intention de s'améliorer pour être capable d'être plus préparé ou de bien pouvoir remplir ses fonctions de tâches. Puis peut-être aussi, une chose qui peut être faite, c'est quand vos entreprises négocient, si vous avez la chance d'avoir de l'assurance privée corporative, voir qu'est-ce qui inclut pour les personnes touchées par le cancer, qu'est-ce qui peut être défrayé. Je sais qu'il y a certaines compagnies d'assurance qui peuvent offrir des coordonnateurs de retour au travail, peuvent avoir des programmes particuliers dédiés aux personnes touchées par le cancer. Ça fait que des fois, peut-être c'est une sensibilité en tant qu'entreprise face à ces éléments-là. Des fois, c'est peut-être s'assurer que la couverture d'assurance pour vos employés
est vraiment aidante pour les gens qui sont touchés par le cancer, parce qu'il faut se rappeler que c'est une personne sur 2 dans sa vie qui va avoir un diagnostic, malheureusement. Merci beaucoup. Et puis, les études montrent que la pression d'un retour au travail rapide empêche un retour au travail réussi. Donc, est-ce que vous avez des conseils pour éviter ce genre de pression? Mais c'est toujours de demander, de revoir avec son professionnel de la santé, son équipe de professionnels de la santé, à savoir d'évaluer avec la personne qui a eu le cancer, est-ce qu'elle est prête à retourner au travail? Puis d'évaluer au niveau, comme je disais au début, au niveau physique, psychologique, cognitif et fonctionnel pour s'assurer qu'elle est bien prête. Sur le site web, on offre plusieurs outils et des approches qui peuvent être faits pour évaluer est-ce que la personne est prête à retourner au travail afin d'éviter un retour au travail trop hâtif qui va faire en sorte que la personne, par après, doit demander un arrêt. Puis, mais souvent, il y a aussi le fait que, au-delà que peut-être une entreprise peut mettre de la pression, il y a aussi de la pression chez la personne, ça vit des difficultés financières. Si les couvertures d'assurance ne sont pas suffisantes et que vivent la précarité financièrement, si même dans la famille, le conjoint aussi a perdu son emploi, ça, c'est des choses qu'on n'a pas nécessairement le contrôle en tant qu'employeur, mais qui font en sorte que des fois, on se demande pourquoi la personne est arrivée aussitôt, parce que je sens qu'elle a de la difficulté, mais d'un autre côté, financièrement, peut-être que la personne n'a pas le choix de reprendre le travail. Ça fait que ça aussi, c'est... puis quelquefois, j'ai vu des situations où que la personne voulait retourner au travail avant le congé, la date émise par le médecin, puis elle était découragée, puis elle était faire des démarches à l'aide sociale la veille de Noël. T'sais, on est dans ce contexte-là pour certaines personnes, puis c'est ça qui reste à... On n'a pas de contrôle là-dessus, puis c'est comme primaire là, d'aller gagner sa vie, puis d'avoir de l'argent, payer ses factures, puis c'est niaiseux, mais les taxes municipales, quand ils arrivent, c'est super cher, les gens n'ont plus d'argent, ça fait que il y a tout ça en sorte qui fait en sorte qu'il met de la pression sur les gens à retourner plus tôt. Oui, très bon point. Souvent, c'est l'état financier de la personne qui va déterminer à quel moment qu'elle retourne au travail et pas nécessairement quand physiquement et autres, elle se sent prête. Une autre question, un petit peu précoce peut-être, mais comment la situation actuelle a-t-elle affecté les survivants de cancer? Est-ce que vous avez de l'information là-dessus? Je ne sais pas, Christine, est-ce que tu en as? La situation actuelle du COVID? Oui, la pandémie. Bien, nécessairement, on voit qu'il y a un taux de non-emploi chez les survivants, sur les gens qui ont eu un cancer parce qu'il y a une réticence, soit pour ceux qui n'ont pas la chance de faire du télétravail, là, de retourner au travail, il y a le stress de la COVID, la peur de la COVID, mais aussi de la peur d'attraper la COVID, se sentant plutôt immunosupprimé. Donc, oui, on commence à avoir des données qui ont un impact de ce côté-là sur le travail. Mais par contre, au niveau médical, ce qu'on voit, c'est que les gens qui ont un cancer en ce moment, on n'a pas vu un plus haut taux de personnes qui ont développé la COVID, mais par contre, une fois qu'ils ont été infectés par la COVID, ils sont plus malades, ils ont des effets secondaires ou des symptômes plus sévères que ceux qui n'ont pas le cancer. Donc, s'ils savent cet aspect-là, oui, il y a une réticence de se retrouver dans le milieu du travail pour ceux qui ne font pas du télétravail. Puis peut-être un effet, je veux dire, pervers de la pandémie, c'est que là, présentement, les gens ne vont pas à leur test diagnostic, ne vont pas nécessairement à leur rendez-vous de dépistage par mammographie, pour les autres types de cancers qu'on fait habituellement, qui sont médecins de famille, parce que là, on ne veut pas aller à l'hôpital en année de la COVID. Ça se peut que pour les prochaines années, que vous avez peut-être un petit hausse d'employés qui sont en congé de manière plus longue pour un diagnostic de cancer, étant donné que malheureusement, on ne peut plus les tester de manière très précoce. C'est sûr que vous voyez des faits de pandémie à ce moment-là que malheureusement, les diagnostics vont être peut-être un peu plus sombres, étant donné que les dépistages et la prévention qu'on fait habituellement est comme ralentie. Effectivement, surtout que ce groupe peut être plus susceptible en fait au Covid que d'autres. Notre prochaine question est, est-ce que vous connaissez des programmes de formation efficaces qui pourraient aider les employeurs et managers des ressources humaines à mieux gérer le retour au travail des employés après un cancer?
Euh, je sais que présentement, avec votre organisme, là, l'Institut du travail, là, le Work Wellness Institute, avec eux, avec le cancer au travail, on a un projet commun qu'on va développer un programme en ligne pour les employeurs pour mieux comprendre et les étapes à soutenir une personne qui a eu un cancer dans leur retour au travail. Le cours n'est pas encore développé, mais on est en processus de travail sur cet aspect-là. Et pour un autre aspect, encore là, avec l'équipe de cancer au travail, on est en train de développer un cours en ligne, mais ce fois-là, c'est pour les professionnels de la santé, pour être mieux outillés, pour soutenir la préparation du retour au travail après cancer chez les survivants. Donc, il y a deux cours en ligne de formation qui sont en préparation, qui vont être accrédités, que les employeurs pourront prendre, puis les professionnels de la santé également. Je dirais d'ici en septembre prochain, les cours devraient être disponibles. Merci beaucoup. Et vous avez déjà mentionné les recommandations, mais quelles sont les accommodations majeures que les employeurs et superviseurs devraient considérer pour faciliter le retour au travail de leurs employés après un cancer? Peut-être si vous connaissez avant la pandémie et après la pandémie. Karine, je vais te laisser dire l'effet de la fatigue. Je l'avais beaucoup aimé que ton sac à dos, mais juste pour dire avant et après la pandémie, disons qu'avant la pandémie, le télétravail n'était pas très bien perçu ni soutenu, mais maintenant, avec la pandémie, on voit qu'il y a une efficacité qui est autant là dans la performance du travail pour plusieurs postes. Ça dépend si le travail qui est plus physique, c'est plus difficile, mais pour autres, on voit que de plus en plus, les études démontrent que ça fonctionne bien, que les gens sont capables d'accomplir les tâches attendues de leur poste. Donc, l'avant et l'après pandémie a apporté une nouvelle vision du télétravail qui maintenant va favoriser les gens justement qui sont en traitement ou immunosupprimés, qui peuvent rester à la maison plus longtemps. Et en termes d'adaptation, je vais laisser Karine dire l'autre. Oui, puis qu'est-ce qui arrive par contre, c'est l'effet pervers du télétravail, c'est toute la fatigue cognitive. Puis là, on vous a montré que les gens, des fois, au niveau de la concentration, la mémoire, c'est plus affecté. Alors, il faut garder ça en tête, que le fait d'être sur des écrans, puis maintenant, on a quand même des bonnes pratiques qui commencent à sortir sur les communications par Zoom, Teams et compagnie, mais des fois, c'est difficile, puis on se ramasse avec une journée de 8 à 4 en réunion tout le temps. Ça fait qu'il y a peut-être ça à réfléchir pour adapter les gens. Puis, il faut penser aussi que les gens, j'aime beaucoup l'analogie du sac à dos, Christine, c'est avec, on a eu un diagnostic de cancer après notre énergie, puis c'est une patiente qui me disait ça, c'est comme un sac à dos. Tu commences ta journée avec ton sac à dos, puis quand tu as épuisé toute l'énergie de ton sac à dos, il ne se remplit plus, il faut attendre au lendemain. Ça fait que les gens doivent apprendre à savoir qu'est-ce qui est dans leur journée qui est le plus énergivore, pour se garder assez d'énergie pour poursuivre leur journée. Puis c'est vraiment particulier. Puis le sentiment que les gens ont, ils se sentent exténués si on fait trop d'efforts dans leur journée. Puis c'est pour ça que la période d'attente à la maison est importante, parce qu'ils viennent un peu à doser leur fameux sac à dos pour voir comment ils dépensent leur énergie dans leur journée. Mais c'est ça, il faut toujours garder en tête que même si vous mettez vos employés en télétravail, il y a une fatigue cognitive qui est assez importante. Puis même parce qu'on travaille à la maison depuis mars, c'est assez particulier, puis on le sait très bien, tout le monde qui est là aujourd'hui, je vous remercie d'être connecté encore, parce que c'est ça qui est difficile. Puis tu sais, ça paraît pas, on a toutes des lampes dans le visage avec la lumière bleue, c'est excessivement demandant, puis aussi pendant cette période-là, ça fait que je pense que ça demande de la souplesse, puis si vous avez des politiques internes de télétravail, vraiment partager à vos employés qui reviennent suite à un diagnostic de cancer, puis aussi peut-être d'adapter certaines choses pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de fatigue cognitive lors de leur retour. Et aussi, Karine, j'avais déjà entendu parler aussi le retour progressif pour le travail. C'est une façon que l'employeur pourrait bien apporter à son employé pour contribuer, pour lui démontrer aussi son soutien, mais un retour progressif qui fait en sorte qu'il est comme je peux te laisser, Karen, expliquer. Tu l'avais bien oui, c'est vrai, d'avoir respecté le retour progressif, c'est ça? Oui. Peut-être, oui, c'est ça. L'autre point intéressant, c'est que là, oui, vous avez des retours progressifs, puis comme vous le savez, plus la personne est absente longtemps, plus le retour progressif s'échelonne sur le temps. C'est pas rare de voir une personne qui était en arrêt de travail sur 1 an
avoir un retour progressif sur 3 mois et plus. Puis, qu'est-ce qui est important peut-être pour les gens en ressources humaines? Des fois, les patients, lorsqu'ils sont rendus au moment où ils sont à 4 jours semaine pour un horaire temps plein, ils vont mettre souvent, on va privilégier de mettre la journée de congé le mercredi pour que la personne puisse récupérer de 2 journées de travail consécutives. Puis, des fois, les gens disent « Ah, je vais mettre ça un vendredi, ça me fait une semaine de 3 jours, je vais mettre ça un lundi. » Puis, les gens ne comprennent pas la nécessité de prendre une pause parce que c'est le moment où ils vont récupérer de 2 journées de travail consécutives. Puis, c'est pas nécessairement les aider d'avoir un 4 jours de travail consécutif parce que là, ils vont juste continuer, je veux dire le mot brûler à ce moment-là, puis ils n'auront pas les bénéfices du retour au travail progressif. Puis je pense que c'est important d'informer les gens. Si des fois, ils disent « Ah, mais j'aimerais ça changer mon congé. » Des fois, ils veulent changer leur congé pour un nouveau médical, ce qui est tout à fait adéquat. Mais si c'est dans une visée d'avoir une fin de semaine qui est plus grande, ils ne réussiront pas à se réadapter au travail avec 4 jours consécutifs. C'est vraiment une logique de faire vraiment un 2 jours à temps plein, une journée de repos après un autre 2 jours. Puis une fois au travail aussi, comme que Karine, Dr. Bilodeau disait au début, 8 personnes sur 10 de survivants du cancer qui vont souffrir de la fatigue, c'est de voir comment est-ce qu'ils peuvent être établir, une fois retour, des périodes de repos, mais qui sont obligatoires là, durant la journée ou qui sont recommandées, mais acknowledged, qu'on les reconnaît comme faisant partie de la journée du travail de la personne. Oui, puis en plus, avec le télétravail, c'est de réfléchir, est-ce que vous avez vraiment besoin que la personne soit disponible de 9 à 5 ou il y a des tâches qu'elle peut faire en soirée ou même plus tôt le matin, dépendamment le moment où que la personne est la plus productive. Merci beaucoup, professeur. Selon vous, quels sont les aspects manquants pour rendre le milieu de travail plus inclusif vis-à-vis de ce groupe? Est-ce qu'il y a besoin de plus de sensibilisation, plus de recherche, meilleures procédures ou politiques de travail? Est-ce que vous voulez commenter là-dessus? Oui, ben, je vois Karen aussi à sourire. Nous, le premier commentaire qu'on va recommander, c'est de reconnaître que le cancer est unique, qui est différent des problèmes musculo-squelettiques, qui est différent d'un autre. Souvent, quand on a interviewé quelques employeurs au début, quand on a fait le site web, et certains nous disaient, ben, on ne traite pas les gens avec un cancer différemment qu'une autre personne qui a un problème, on va dire, par la fatigue causée par un autre diagnostic. Mais ce qui est vraiment faux à faire, parce que les gens qui ont eu un cancer ont des problématiques qui sont multiples. Des fois, elles ne sont pas apparentes au moment de la fin des traitements, mais c'est quelques mois par après qu'ils commencent à apparaître. C'est donc avoir d'une formation sur le site web pour les employeurs. Ce que je recommanderais, c'est d'aller voir la section l'impact du cancer et de ses traitements sur le travail. On y propose 22 symptômes possibles des symptômes qui soient durant les traitements ou après les traitements qui vont avoir un impact sur le cancer. C'est donc de reconnaître la particularité de ce type de diagnostic-là et de ses particularités sur l'impact du travail. Commencer avec ça. Oui, au point de vue politique, l'année passée, je ne sais pas si les gens ont été sensibles, des survivantes du cancer avant Noël avaient nommé le fait qu'il y avait seulement accès à 15 semaines de congé maladie pour un diagnostic de cancer. Et comme je vous ai présenté, les gens, quand ils doivent être traités pour un cancer, sont souvent en arrêt de travail 1 an. Et c'est comme trop peu, 15 semaines. Ailleurs dans le monde, entre autres, en Europe, socialement, les gens ont décidé de donner une année d'invalidité aux personnes touchées par le cancer. Ça fait que ça, c'est déjà une première étape. Je pense qu'avec la pandémie, le projet de loi au niveau fédéral, l'assurance-emploi n'a pas été revu, mais l'année passée, à pareille date, le gouvernement Trudeau avait émis une recommandation de revoir les prestations d'assurance-emploi maladie pour les maladies graves. Ça, premièrement, ça serait hyper aidant, peu importe le milieu de travail auquel vous appartenez. Si vous avez de l'assurance ou pas, juste le fait de savoir que vos employés ont accès à l'assurance emploi maladie qui est plus intéressante, c'est déjà gagnant. L'autre truc aussi, c'est qu'on est un petit peu limité au niveau du financement de la recherche. Des fois, on a des super bonnes idées, mais d'un autre côté, le cancer n'est pas considéré comme une maladie professionnelle. C'est-à-dire que les seuls
certains diagnostics de cancer en lien peut-être avec l'amiante, c'est considéré comme une maladie professionnelle, mais si je donne l'exemple au Québec, il y a l'IRSST qui finance la recherche, mais ne finance pas la recherche sur le cancer et le travail, étant donné que ce n'est pas une maladie professionnelle. Ça fait que c'est très limitant, comme des gens comme moi, Christine, qui sommes chercheurs, une préoccupation pour le retour au travail après cancer, d'aller chercher du financement en recherche, étant donné que les plus gros organismes qui pourraient financer ne considèrent pas le cancer comme une priorité, mais d'un autre côté, ça va être un enjeu populationnel dans les prochaines années. Ça va être quand même malheureusement commun d'avoir de plus en plus de gens qui quittent pour des traitements pour le cancer et reviennent en emploi. Puis, on n'est pas dans une situation où on doit se passer de travailleurs compétents. On est en pénurie de personnel, alors il faut vraiment mettre tout en œuvre pour garder ces gens-là actifs. Puis, on sait que c'est un facteur de protection de la santé. Merci beaucoup. Et peut-être que vous avez déjà mentionné ceci, mais quelles sont les raisons majeures qui empêchent les survivants de cancer de retourner au travail? Mais des fois, ils se remettent, je pense, en question. Ils revoient s'ils ont le goût de retourner au travail ou pas, parce que c'est assez perturbant, le diagnostic de cancer. On remet sa vie en question. Mais je pense que ce qui est documenté, c'est la fatigue qui ne leur permet pas d'être en mesure de se maintenir en emploi pour certaines personnes. Oui, la fatigue et la santé mentale. Il y en a beaucoup, suite à un diagnostic de cancer, vont avoir une expérience d'anxiété et de dépression, mais surtout d'anxiété reliée au cancer qui va avoir un impact sur leur fonctionnement de tous les jours et donc doivent prendre un certain temps afin d'apprendre à gérer cette anxiété-là qui est ressortie suite à leur cancer. Mais tu sais, vous pensez que vos employés, ils ont le désir de retourner travailler parce que c'est un signe de normalité, mais aussi ils sont un petit peu attachés à vous parce que pour la suite de leur vie, ils ont quand même besoin d'assurance, ils ont besoin de sécurité financière. Et avoir un diagnostic de cancer dans son dossier médical, c'est un peu compliqué de changer d'emploi. Ça fait que ça les met dans des drôles de positions, puis ils sont très heureux de retourner en emploi avec vous. Il faut garder ça en tête, malheureusement, comment que les lois sont faites. Il y a obligation de divulgation d'une maladie telle que le cancer. Excellent, merci. Et si vous avez, nous arrivons à la fin de ce webinaire, et donc si vous avez un dernier message pour notre audience aujourd'hui, que serait-il? Ben pour moi, ça va être de ne pas attendre à la fin des traitements avant de penser à leur retour au travail. Que la planification du retour au travail doit se faire le plus tôt possible. On remarque que c'est un élément clé, le retour au travail qui est avec succès. Donc, d'y penser plus tôt que d'attendre complètement à la fin. Mais ça ne veut pas dire d'avoir cette pression-là, de dire je vais retourner tout de suite à la fin des traitements. C'est juste d'avoir cette pensée-là, d'en parler aussi avec son professionnel de la santé, puis de tranquillement voir à quel moment vous pensez être prêt à retourner. Pour ma part, je pense que c'est d'avoir une gestion humaniste, de ne pas se sentir mal, de prendre des nouvelles de manière sincère de l'employé qui en arrêt de travail, puis aussi de sensibiliser peut-être aussi les collègues de travail à la situation de la personne quand elle va revenir en emploi et de ne pas hésiter à aller chercher les informations, entre autres utiliser la ressource présentée par ma collègue Christine pour mieux vous informer. Puis aussi de poser des questions à la personne. La personne, elle fait 1 an qu'elle était malade, elle connaît autant de choses que son médecin. Elle va être en mesure de vous expliquer quels sont ses symptômes, qu'est-ce qui l'aide, qu'est-ce qui ne l'aide pas. Puis elle se connaît très bien, puis même elle va pouvoir vous apporter, c'est elle qui va vous donner des solutions parce qu'elle sait qu'est-ce qui va l'aider le plus. Alors de faire confiance, puis de vraiment l'accompagner de manière soutenue. Merci beaucoup, professeur Maheu et professeur Bilodeau pour ces réponses compréhensives et l'excellente information fournie durant votre présentation. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui, notamment les enjeux de retour au travail après un cancer et les éléments
facilitant cette transition, mais aussi des ressources, des outils et les étapes concrètes pour planifier le retour au travail à l'aide du programme de retour au travail de I Can Work qui se trouve sur le site Cancer et le Travail. Vous avez aussi mentionné l'importance de la communication, ce qui revient beaucoup dans tous les webinaires que nous avons organisés et surtout quand il s'agit de retour au travail. Donc, merci énormément.